la une de l'actualité ce 30 juillet 2021, le président du Parlement tunisien Rached Ghannouchi a regretté ce jeudi le manque de dialogue avec la présidence, 3 jours après la prise de pouvoir du président. La Cour pénale internationale a levé le mandat d'arrêt contre l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo, accusée de crimes contre l'humanité lors de la crise de 2010-2011. Et puis, un ancien chef des services de renseignement maliens a été arrêté ce jeudi. Il serait impliqué dans la disparition d'un journaliste en 2016. Karim Keïta est également visé dans cette affaire. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre par la Tunisie où le président Kaïs Saïed a nommé un nouveau ministre de l'Intérieur, Rida Ghazalaoui. Il s'agit de la première nomination 4 jours après son coup de force et sa décision de geler les activités du Parlement tunisien et de limoger le Premier ministre. Kaïs Saïed a nommé jeudi un conseiller de sécurité en charge du ministère de l'Intérieur, première nomination 4 jours après qu'il s'est emparé de l'ensemble du pouvoir exécutif, suspendant l'activité du Parlement pour 1 mois. Cette nomination intervient après que plusieurs organisations de la société civile ainsi que des pays étrangers ont appelé Saïed à désigner sans tarder un nouveau gouvernement comme il s'était engagé à le faire. Rida Ghazalaoui, ex-commissaire de police devenu conseiller à la sécurité nationale auprès du président, a prêté serment. Je jure au nom de Dieu de faire de mon mieux pour le bien de la Tunisie et de respecter sa constitution et sa loi, de protéger ses intérêts et de m'engager à lui être fidèle. Le président de la République a argué des périls imminents auxquels était confrontée la Tunisie, plongée depuis des mois dans une profonde crise politique et frappée de plein fouet par un pic meurtrier de coronavirus pour justifier sa prise de pouvoir dimanche. Saïed a également annoncé mercredi soir la mise en place d'une cellule de crise pour gérer la pandémie de Covid-19, supervisée par un haut gradé militaire. Plusieurs organisations de la société civile avaient réclamé mercredi une feuille de route et mis en garde contre toute prolongation illégitime de la suspension du Parlement au-delà des 30 jours prévus par la Constitution. Et pendant que le président Kaïs Saïed nomme un nouveau ministre de l'Intérieur, le président du Parlement Rached Ghannouchi a pour sa part regretté dans un entretien avec l'agence France Presse le manque de dialogue avec la présidence. Il a fait cette déclaration 3 jours après la prise de pouvoir du président Kaïs Saïed. On le suit. Nous tenons à utiliser tous les moyens pacifiques, le dialogue, les négociations, la pression de la rue, la pression des organisations, des penseurs, la pression intérieure et extérieure pour faire revenir la démocratie. Notre seul but aujourd'hui, c'est le retour de la démocratie en Tunisie. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui avec le président de la République ou avec ses conseillers, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait lieu. Il faut qu'il y ait un dialogue national. Les partis qui étaient au Parlement ont fait l'erreur de ne pas réussir à mettre en place de cours constitutionnels qui auraient été un arbitre entre les pouvoirs. Le président Saïed a utilisé l'absence de cours constitutionnels pour monopoliser l'interprétation de la Constitution et devenir lui-même la Cour constitutionnelle. Et cela est une erreur dont nous portons en partie la responsabilité sans aucun doute. Il ne faut surtout pas arriver aux 30 jours souhaités par le président. Il faut que cela soit la limite maximale à l'arrêt des institutions et de la Constitution. Et que pendant cette période, il y ait des discussions entre le président et les partis politiques pour se mettre d'accord sur un premier ministre, sur un gouvernement et sur la présentation de ce gouvernement devant le Parlement avant la fin du mois. L'actualité, c'est également les élections législatives qui ont commencé ce jeudi en Somalie. Seul un des 5 États du pays a vu des bureaux de vote s'ouvrir. Plusieurs jours de retard déjà sur le calendrier électoral annoncé dans ce pays.
4 États n'ont pas encore commencé à voter dans le cadre du processus électoral de plusieurs mois qui était censé débuter dimanche en Somalie. Dans le cadre du très complexe et indirect système électoral somalien, les 5 États doivent, lors de cette première phase, désigner les 54 représentants élus à la Chambre haute, le Sénat, du Parlement fédéral. Mais dimanche, aucun n'était prêt à voter. Jeudi, le Jubaland au sud, qui était le plus avancé dans les préparatifs, a procédé à l'élection de ces 4 élus à la Chambre haute. Nous avons remporté une victoire historique aujourd'hui en surmontant une longue incertitude quant au fait de savoir si ce vote allait se tenir, a déclaré Ahmed Madobé, président du Jubaland. Cela signifie que le pays va vers des élections et j'espère que le reste des États suivront, a-t-il ajouté. Les 4 autres États font face à divers degrés de retard. Ces retards risquent de bousculer le calendrier électoral, résultat de négociations entre les leaders politiques après des mois de tensions et de violence. Le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed Di Farmajo a expiré le 8 février sans qu'il ait pu s'entendre avec les leaders régionaux sur la tenue d'élections, déclenchant une grave crise constitutionnelle. En avril, la prolongation pour 2 ans de son mandat a provoqué de violents affrontements à Mogadiscio, menaçant le fragile équilibre de ce pays meurtri par la guerre civile. Début mai, dans un geste d'apaisement, Farmajo a chargé le Premier ministre Mohamed Hussein Roble d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Annoncé en juin, le calendrier électoral a été depuis légèrement modifié et prévoit que, outre le vote pour la Chambre haute à partir de fin juillet, celui pour la Chambre basse se tienne entre le 12 septembre et le 2 octobre. Aucune modification n'a été annoncée pour l'élection présidentielle, fixée au 10 octobre. La Cour pénale internationale a levé son mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo. L'ancienne première dame ivoirienne était notamment accusée de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Bonne nouvelle pour l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo. La justice internationale a décidé d'abandonner les poursuites contre elle. La décision a été prise le 19 juillet dernier, un mois après le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais elle n'a été rendue publique que ce mercredi soir. Simone Gbagbo pourra désormais librement voyager à travers le monde entier, a réagi son avocat, Ange Rodrigue Dadje. Cette levée du mandat vient boucler définitivement les poursuites dont faisaient l'objet les Gbagbo devant la Cour pénale internationale, a-t-il ajouté. Simone était réclamée depuis 2012 par la Cour pénale internationale pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, autres actes inhumains et persécutions commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Cette crise, née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2010 face à Alassane Ouattara, avait fait plus de 3000 morts officiellement. Contrairement à son époux, Simone Gbagbo n'avait jamais été livrée à la Cour pénale internationale. Abidjan a toujours estimé être en mesure de la poursuivre pour les mêmes crimes que ceux lui étant reprochés par la Cour. Elle avait été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison à Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Après 7 ans de détention, elle avait finalement été libérée le 8 août 2018 à la suite d'une amnistie décrétée par le président Alassane Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale. Un ancien chef des services de renseignement malien a été arrêté ce jeudi. Il serait impliqué dans la disparition d'un journaliste en 2016, un dossier dans lequel Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international selon une source judiciaire. Le général Moussa Diawara, à la tête de la Direction générale de la sécurité d'État, DGSE, pendant 7 ans sous Ibrahim Boubacar Keïta, a été inculpé de complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture, etc., a indiqué à l'AFP une source judiciaire ayant requis l'anonymat. L'enquête porte sur la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire Le Sphinx et qui n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016. Ses proches craignent qu'il ait été assassiné. Le général Diawara est actuellement détenu au camp 1 de la gendarmerie de Bamako, selon une source au sein de la gendarmerie. Il est connu au Mali pour avoir été proche de l'ex-député et influent président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, Karim Keïta, qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire après le coup d'État qui a renversé son père le 18 août 2020. Un juge d'instruction de Bamako
a émis début juillet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta. Le directeur du Sphinx, Adama Dramé, avait affirmé en 2018 que Birama Touré avait approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Karim Keïta, qui a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter, s'est jusqu'à présent refusé à venir s'expliquer devant la justice de son pays. Après des années d'indifférence et de silence, l'arrestation de l'ex-patron des services de renseignement constitue un tournant, a estimé Reporters sans frontières RSF sur Twitter. RSF s'en félicite et demande l'arrestation de tous les suspects dans cette affaire, ajoute l'ONG, qui, début juillet, avait jugé essentiel que Karim Keïta dise ce qu'il sait, compte tenu des liens qu'il a avec cette affaire. L'ONG a expliqué avoir recueilli en 2019 le témoignage d'un homme affirmant avoir été détenu avec le journaliste dans une prison secrète de la DGSE malienne. Selon ce témoin, dont RSF ne dévoile pas l'identité pour des raisons de sécurité, Birama Touré a été torturé pendant plusieurs mois avant d'être exécuté de 3 coups de feu à la fin de l'année 2016. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.